Robert Kennedy Jr. continue son combat contre les colorants. Et là, c'est flagrant et c'est hyper intéressant. Bonjour et bienvenue sur Point de rupture. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025 et dans quelques instants, on va pouvoir prendre notre café ou notre thé ou ce que vous voulez, me rejoindre. On va rentrer dans tous les détails de ce qu'on a à voir. Aujourd'hui, au sommaire, on va parler surtout de tout ce qu'il y a de nouveau dans le fait de rendre l'Amérique en bonne santé de nouveau. C'est le MAHA, pas le MAGA, mais le MAHA. C'est quelque chose qui est très cher à Robert Kennedy Jr. Et je crois qu'à beaucoup d'Américains, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que finalement, il y a quelqu'un qui a le courage de parler de pas mal de choses. Également, on va continuer à parler de Thomas Sowell, cet économiste hyper intéressant, et on va aborder certaines choses à son sujet, à son égard, et ce qui est en train de se passer là-dessus. Là, je veux surtout rentrer dans le détail de ce que Robert Kennedy est en train de faire. Il cherche vraiment à éliminer énormément des colorants. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que certains colorants qui sont interdits en Europe, ça c'est vraiment un des leitmotifs qu'il a, et il dit comment ça se fait qu'il y a des choses qui sont interdites en Europe, mais aux États-Unis on continue à les utiliser. Ceci dit, pas tout. Tout n'est pas interdit en Europe et je vais vous en parler dans peu de temps en ce qui concerne certains colorants. Parce que dans la nourriture, de façon générale, oui, il y a beaucoup de colorants qui sont interdits en Europe, qui sont encore autorisés aux États-Unis, mais dans certains bonbons, dans certaines friandises, sucreries, etc., par exemple, les M&M's, vous savez à quel point les M&M's, la couleur est très importante. Et il fut un temps où, jusqu'à ce que ça fait trop de scandales aux États-Unis, où les colorants étaient faits à base de goudron de charbon. Alors là, ça semblait vraiment pas appétissant qu'on disait que les colorants étaient faits à partir de goudron de charbon. Et donc, quand c'est sorti, et ça a disparu très vite. Ben, ça a été remplacé par des dérivés de pétrole. C'est pas tellement mieux. Donc, vous voyez, ce sont des colorants de synthèse. Ce ne sont pas des colorants naturels. Alors, Robert Kennedy a dit qu'il allait se battre pour que on puisse afficher certaines choses. Mais il dit, mais ça va être compliqué parce que pour obtenir un affichage obligatoire sur les produits eux-mêmes, il faut que ça passe par le Congrès, et on connaît toute la lenteur avec laquelle ça va passer par le Congrès, etc. Donc, même s'il va passer par ce processus-là, il veut en même temps qu'il y ait des genres de code barre ou d'autres systèmes, peut-être avec des QR codes ou des choses comme ça, où les gens vont pouvoir venir passer leur téléphone et avoir le détail de ce qu'il y a dans tous les produits. Alors, sur les colorants, il y a 9 ou 11 colorants, ils disent, qui sont les colorants principaux, mais 3 d'entre eux représentent 90% des colorants, notamment le fameux rouge, le Red 3, comme on appelle ça aux États-Unis, etc., et qui se trouve souvent dans les friandises. J'ai parlé des M&M tout à l'heure, mais pas que là. Il y a beaucoup d'autres bonbons. Et mes combles de l'ironie, c'est qu'on utilise ces colorants à base de pétrole de synthèse, donc des dérivés de synthèse à base de pétrole, et on les trouve dans des vitamines. Et dans des vitamines qui, dans toute la composition de la vitamine, ça peut être bio, ça peut être sain également, mais comme c'est un tout petit pourcentage qui est utilisé pour le colorant, il ne rentre pas dans les obligations, y compris en Europe, ce qui est dingue, d'être obligé de montrer que il y a des colorants de synthèse à base de pétrole dans des vitamines qui sont censées nous faire du bien. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ils le font, toutes les boîtes? Parce que c'est plus facile, parce que la rentabilité se fait sur les moindres détails dans une société, une entreprise qui fabrique ce genre de produits, etc. Aux États-Unis, maintenant, comme c'est sous la mainmise de Robert Kennedy Jr., il est en train d'agir avec beaucoup de pression sur la FDA. La FDA, c'est la
Food and Drug Administration, qui est en partie une entité publique, gouvernementale, mais pas complètement. Et donc, il est obligé de faire des tas de pression sur elle, parce que c'est une organisation qui est extrêmement puissante, parce qu'elle réglemente tout ce qui est nourriture et tout ce qui est produits pharmaceutiques aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui est énorme. Et donc, il dit, aujourd'hui, la FDA est en train de prendre des mesures pour enlever tous les colorants de nourriture basés à partir du pétrole. Voilà ce qu'il dit. Dans les 50 dernières années, les enfants américains ont commencé à être exposés de plus en plus à une soupe toxique de produits chimiques de synthèse. La communauté scientifique a mené tout un nombre d'études qui ont quand même soulevé beaucoup de questions sur la corrélation entre les colorants synthétiques à base de pétrole et des conditions de santé très sérieuses, tout comme l'hyperactivité, vous savez de quoi il s'agit, l'obésité, le diabète, la résistance à l'insuline, le cancer et également des problèmes gastro-intestinaux. Alors, Macari, qui est une des personnes responsables, qui travaille avec Robert Kennedy Jr., a dit qu'il y a un grand nombre d'étapes qui sont déjà prises pour avancer dans ce sens-là. Il dit la chose la plus importante en tant que médecin, parce que Macari est médecin, il dit c'est de toujours écouter la maman, parce qu'il dit les mamans savent mieux que n'importe qui ce dont les enfants ont besoin. On voit toute une orientation qui est différente là par rapport à la tendance qui se faisait avant. Pendant un certain temps, c'était le médecin qui avait tout pouvoir et le médecin qui est entériné par l'État qui avait tout pouvoir. Quand le médecin disait quelque chose, c'était juste, etc. Mais avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc., le corps médical a été ébranlé quant à sa crédibilité. Pas parce qu'il avait tort, mais c'est parce qu'il a suivi tous les ordres qui lui venaient de la part du gouvernement pour pousser une certaine narrative sur ce plan-là. Donc, il y a eu le docteur Mark Hyman, qui est quelqu'un qui pousse vraiment le bien-être en avant, etc., a parlé également et a souligné le besoin d'avancer avec cette initiative. Les parents ne devraient pas en train de chercher à deviner ce qu'il y a dans la nourriture qu'ils donnent à leurs enfants, et le fait que les enfants vont consommer des choses qui sont bannies en Europe, mais encore autorisées aux États-Unis. Et ça, c'est beaucoup utilisé aux États-Unis comme critère de santé. On considère que les normes européennes sont supérieures aux normes américaines en termes de ce qui est bon pour la santé. C'est vrai que en ce qui concerne, par exemple, le poulet, il n'est pas censé avoir d'hormones, etc. en France, jusqu'à ce qu'on a commencé à importer du poulet ukrainien, mais là, on n'avait plus notre mot à dire. Donc, il y a toujours des choses où on peut passer autour. Et il n'y a rien de tel, de toute façon, que de consommer ce qui est produit localement, qui est proche, etc. Et il y a encore beaucoup de bonnes choses qui se font en France, par exemple, du bœuf qui est élevé d'une façon traditionnelle, où il va manger que de l'herbe, et il n'est pas engraissé uniquement avec de la farine de maïs. Hein. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Mais moi-même, j'ai vu qu'il y a une croissance de consommation de céréales pour le petit déjeuner, dans lequel il y a toutes les saloperies du monde et qui sont vraiment immondes et qui ne sont pas bons du tout pour la santé. Aux États-Unis, ça fait partie de la pyramide, la fausse pyramide de nourriture qui avait été faite à l'époque où on disait que c'était bon de manger davantage d'amidon et moins de viande, moins de graisse, etc., etc. Aujourd'hui, on découvre que c'est une des choses qui a provoqué la croissance du diabète type 2, de la résistance à l'insuline,
et de l'obésité et de toutes ces choses-là. Donc, je crois que c'est très important de regarder dans quel sens tout ça, ça va aller. Et elle dit, dans 4 ans, on aura enlevé la plupart de ces produits du marché. Mais c'est trop lent. C'est trop lent. Donc, ensuite, ils ont fait une séance de questions-réponses. Et puis, il y a Fox News qui a posé la question à Robert Kennedy Jr. sur comment est-ce que les Américains vont pouvoir identifier les produits qui sont en accord avec le fait d'éliminer les colorants à base de pétrole. Et c'est là où Kennedy a dit, on est en train de regarder les phénomènes de l'étiquetage, mais on est obligé de passer par le Congrès pour ceci. Mais une des choses qu'on va pouvoir faire, c'est de nous assurer que toute l'information sur chaque produit pourra être accédée sur un site open source, où les gens vont pouvoir aller là-dedans et avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Alors, quelqu'un a dit tout de suite, très bien, dès que RFK a dit ça, c'est le moment d'investir, ça c'est l'Amérique ça, d'investir dans des compagnies qui vont produire des colorants naturels. Parce que si les autres vont être bannis, il va y avoir un contre-pouvoir qui va se créer là-dedans. Et donc, il faut toujours suivre l'argent sur ce plan-là. Donc là, ils ont continué à parler de la nécessité de rendre l'Amérique en bonne santé de nouveau. Et ils ont dit les colorants, on les trouve la plupart du temps dans les céréales. Vous allez dire, mais on voit pas de colorants dans les céréales. Si, presque tous. Que ce soit des cornflakes, toutes les différentes marques de céréales, il y a des colorants, sinon ils seraient gris et non appétissants. Donc c'est pour ça qu'ils sont colorés. Dans les bonbons, dans tous les petits trucs qu'on mange, comme les sneakers et tout ça, etc., c'est bourré de colorants. Dans les boissons, que vous trouvez toujours, que ce soit de l'orangeade ou autre chose, il y a des couleurs qui sont amenées là-dedans, et surtout dans les vitamines. Et ça, c'est assez grave parce que on se dit, on va consommer des vitamines, etc. Mais de nouveau, pour une raison qui est liée à la nature humaine, on a tendance à consommer ce qui plaît à la vue, et donc les couleurs sont importantes là-dedans. Ils ont découvert également qu'il y avait plein d'études sur les colorants qui étaient basées sur les enfants et la réaction des enfants au fait de voir des choses agréables de couleur, et donc d'avancer dans ce sens-là. Donc, en janvier dernier, la FDA avait déjà banni le colorant rouge qui s'appelle le rouge 3 et son nom réel c'est l'érythrosine. Érythro, ça vient du mot en grec pour rouge, érythros. Et ils l'ont banni de la nourriture et des compléments alimentaires et des médicaments. Parce que ils ont vu que il y avait un lien entre l'érythrosine, c'est-à-dire le colorant rouge 3, et les effets carcinogènes, les effets cancérigènes. Et donc ça, c'était très important. Puis ensuite, ils vont chercher à éliminer tous les autres sur lesquels il y a des risques d'effets cancérigènes ou autre chose dans les 3 ans qui viennent. Vous allez me dire, mais c'est trop long, 3 ans. Et oui, parce que les choses sont très compliquées quand il s'agit d'agir d'une façon efficace là-dedans. Par exemple, en étudiant qui utilise le rouge 3 c'est ce qui donne ce rouge très vif, rouge couleur cerise, vous voyez, qui est très fort, très soutenu. Et ils disent qu'il y a presque 3000 nourritures différentes qui se vendent en supermarché qui utilisent le rouge numéro 3. Vous imaginez ça? Presque 3000. Alors chaque fois, pour chacun d'entre eux, il va falloir qu'ils transforment tout ceci. Et donc là, aujourd'hui,
ce rouge 3, et qui était fabriqué à partir, comme j'avais dit auparavant, du goudron de charbon, maintenant est fabriqué d'une façon synthétique à partir du pétrole, ou même carrément du pétrole à l'état brut, avant même qu'il ne soit nettoyé. Et donc, on voit à quel point, aujourd'hui, on est en consommation de pétrole partout. Non seulement pour se mouvoir, pour avoir de l'essence, du gasoil, des choses comme ça, mais à moins qu'on utilise des vêtements soit en coton, soit en laine, soit en soie, soit en lin, avec du matériel, des tissus nobles, la plupart des autres vêtements, c'est du pétrole. Dans tous les chaussures de sport qu'on porte, des tennis, etc., des baskets, c'est du pétrole. On a du pétrole partout autour de nous. Dans notre voiture, elle est fabriquée avec la plupart des choses qui sont fabriquées à partir de pétrole. Donc, je pense que dans un deuxième temps, on va découvrir même que le fait d'être exposé à des choses qui sont transformées mais qui nous entourent, il va y avoir des conséquences négatives également. Donc, on découvre qu'on a besoin de tous être protégés de produits chimiques qui peuvent nous faire du mal, de polluants, de pesticides, de produits pharmaceutiques et de tout ce qui est rajouté à la nourriture et qui ont contribué à la crise de santé dans le pays. Et ça, Robert Kennedy Jr. et Donald Trump sont complètement d'accord là-dessus et ils ont dit on a besoin de tout changer. Robert Kennedy, d'ailleurs, a dit, alors ça dépend comment on interprète des maladies chroniques, mais il a dit, à l'époque où mon oncle était président, c'est-à-dire quand il y avait JFK, au début des années 60, il y avait 3% des jeunes qui avaient une maladie chronique. Quand je dis des jeunes, c'est les enfants, quoi. C'est les moins de 18 ans ou les moins de 15 ans, si vous voulez. Il dit, aujourd'hui, c'est monté à 60%. Alors, ça semble aberrant. J'étais en train de discuter avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit 60%, il me dit, mais c'est pas possible. On a commencé à chercher et ils disent, oui, effectivement, c'est 60%. Mais on compte dans toutes les maladies de dépression, toutes les maladies de troubles de la focalisation. On considère même les maladies mentales, quelque part, et tout ce qui nous affecte psychologique. Donc, ça touche énormément de domaines dans ce phénomène-là. Mais même l'obésité, il suffit de regarder, si vous avez le temps, allez chercher une photo des années 60, même aux États-Unis, d'une plage quelconque, et vous verrez que presque tout le monde est mince. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Pour trouver une personne mince, on se dit, elle a dû avoir une opération de la liposuction, quelque chose comme ça, pour qu'elle retrouve une certaine ligne. Donc, pour moi, tout ceci est extrêmement positif, parce que si on reprend les paroles d'Hippocrate, le père de la médecine moderne, tel qu'on le dit, il dit que ta nourriture soit ton médicament. Et ça, c'est excellent comme phrase, mais encore faudrait-il qu'on soit sûr de la nourriture qu'on va ingérer. Et je crois qu'il va y avoir une tendance, de nouveau, en train d'aller vers le fait de rendre la nourriture plus saine. Et ça va prendre du temps pour que ça ait un effet total sur la société. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, tous d'abord? C'est, comme d'habitude, chercher à consommer tout ce qui n'est pas transformé. C'est-à-dire, il faut aller consommer tout ce qui vient de légumes naturels, tout ce qui est légumes naturels, tout ce qui est fruits naturels, tout ce qui est viande naturelle. Si vous mangez de la viande, je ne vais pas vous obliger à manger de la viande, mais si vous mangez ce qui est naturel et sain, vous vous en sortirez. Donc, mettez en suspension tout ce qui est transformé et comme ça, vous serez du bon côté
en attendant. Bien voilà, nous avons abordé Thomas Sowell hier, comme on aime bien vous dire sur Point de rupture, l'actualité et ce qui est en train de se passer en ce moment, les faits, ça affecte le présent, mais ce sont les principes, les grandes valeurs qui vont définir la route de l'avenir et la direction qu'on doit prendre. Hier, je vous ai parlé de Thomas Sowell, qui, à mon avis, est un des hommes les plus brillants qui existe encore, parce que il va avoir 95 ans, il vient d'avoir 95 ans cette année. Je lui souhaite encore très longue vie, mais c'est quelqu'un qui a une histoire qui est fabuleuse. Je vous en ai parlé hier. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble une petite partie de ces entretiens sur Uncommon Knowledge, qui est un programme qui interviewe des grands penseurs. Et c'est une des interviews qui a eu le plus de vues avec Thomas Sowell, car il y a eu 8 millions et demi de vues. Et 8 millions et demi de vues, ce n'est pas négligeable, comme vous le savez. Et donc, allez, on va rentrer là-dedans, et puis on va passer ça, puis ensuite, je vais commenter sur ce que je pense qu'on a besoin de comprendre par rapport à certaines choses. Et là, c'est Thomas Sowell qui parle des mythes de l'inégalité économique. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que pour moi aussi, c'est une idée qui m'est très chère, parce qu'on parle toujours en France de liberté, égalité, fraternité. La liberté, je suis tout à fait pour. La fraternité, s'il est basé sur des principes moraux également. Mais l'égalité, c'est un problème parce qu'on veut toujours être égaux par rapport à ceux qui sont au-dessus de nous et pas ceux qui sont en dessous de nous. Donc la notion d'égalité, c'est bien plus compliqué que l'on le croit. Alors, écoutons cette interview que M. Robinson fait de Thomas Sowell. It happens to me all the time, and it happened just this week. A young person I'd never met introduced himself to me and said that when he saw our guest today on an earlier episode of this program, he felt he was seeing a man who knew how to think. Il a dit, il y a un jeune homme qui l'a interrompu, qui a dit, quand il a vu qui était notre invité sur ce programme, il a dit, voilà, ça c'était, il était enthousiaste parce qu'il a vu que c'était quelqu'un qui savait penser. Dr. Thomas Sowell on Uncommon Knowledge now. Et voilà, c'est le docteur Thomas Sowell sur Uncommon Knowledge maintenant avec Peter Robinson. Welcome to Uncommon Knowledge. I'm Peter Robinson. Thomas Sowell has studied and taught economics, intellectual history, and social policy at institutions that include Cornell, Brandeis, UCLA, and Amherst. Ça, c'est une chose que vous savez déjà, je vous l'ai dit hier, c'est tous les endroits où il a enseigné aussi bien la philosophie sociale que l'économie dans différentes facs. A senior fellow at the Hoover Institution, Dr. Sowell has published more than a dozen books, including the classic A Conflict of Vision. Il a publié plus d'une douzaine de livres, y compris maintenant quelque chose qui est devenu un classique, qui s'appelle Un conflit de vision sur les origines idéologiques de toutes les luttes politiques. Vous voyez, il s'attaque à des choses qui sont quand même intéressantes. Coming soon, a revised edition of his most recent volume, Discrimination and Disparities. Tom Sowell, welcome. Thank you. You grew up in Harlem, dropped out of high school to join the Marine Corps during the Korean War. Il rappelle toute son historique. Il a quitté le lycée. Il a rejoint les Marines pendant la guerre de Corée. An undergraduate degree from Harvard, a master's from Columbia, and your doctorate from the University of Chicago. Qu'il a obtenu son bachelor de Harvard, sa maîtrise de Columbia University et son doctorat de l'Université de Chicago. All of which pales by comparison with the fact that you once tried out for the Brooklyn Dodgers. Et tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance si on le compare au fait qu'il avait tenté d'avoir été recruté pour jouer au baseball avec les Dodgers de Brooklyn à l'époque. Maintenant, ils sont de Los Angeles. But during this period, from Harlem to the University of Chicago,
Throughout your 20s, you've said, you spent most of the decade of your 20s as a Marxist. Yes. Et là, c'est très intéressant parce qu'il dit toute la période où vous êtes allé en fac et ensuite l'Université de Chicago, ben, toute la période entre 20 et 30 ans, plus ou moins, il a dit, vous avez passé toute cette période-là en tant que marxiste. Il lui dit oui. Why? What was the attraction? Pourquoi? Quelle était l'attraction du marxisme, l'attirance du marxisme? I guess at first was very puzzled. See, there's one little correction I would make. At age 16, I was a dropout. Lui dit oui, j'étais très perturbé, mais je vais corriger, il y a une petite correction que j'ai besoin de faire. À l'âge de 16 ans, j'ai quitté le lycée, mes études secondaires. Et j'ai commencé à travailler à plein temps en tant que messager pour Western Union. Western Union, c'était la société de télégramme de l'époque. Livraison de télégrammes. Il y a une génération qui ne connaît pas Western Union. Et donc, j'ai travaillé dans un coin de Manhattan qui s'appelle le rayon Chelsea. C'est du côté ouest vers la 23e rue. Et à la fin de la journée, j'avais plusieurs moyens pour rentrer chez moi. Et le plus facile, le plus rapide à l'époque, c'était le métro new-yorkais, qui à l'époque coûtait que 5 cents. Quand je me sentais un peu plus riche, je pouvais prendre l'autobus pour 10 cents. Et quand je me sentais très aisé et puis je voulais brûler tous les ponts, je pouvais prendre le bus de la 5e avenue qui était l'élite des autobus à New York pour 15 cents. Et ce bus-là m'amenait à travers tous les merveilleux quartiers sur la 5e avenue, ceux qui font face à Central Park. Ça m'amenait devant l'Empire State Building. Past the great stores and things of that sort. And then on 57th Street, it would turn, this is just the elite part of town. Sure. Et ça, c'était tout l'endroit élite de la ville. Là. Sur la 50e rue, il tournait. Et c'est là que commence le parc, le Central Park. Le parc commence à la 59e. Et le 50e, ça passait devant Carnegie Hall, là où il y a tous les grands spectacles. On passait par Columbus Circle, il n'y avait pas de tour Trump encore à l'époque. Et donc ensuite, ça passait de l'autre côté sur Riverside Drive, qui est un autre endroit très élite, qui est face à la rivière Hudson, où il y avait tous ces merveilleux appartements luxueux. Et ensuite, à la 129e, 130e rue, ça arrivait par un très long viaduc. Moi, je me souviens très bien. Parce qu'à l'époque, quand j'habitais New York, c'était juste à côté de Riverside Drive, et j'habitais sur la 111e. Donc, je connaissais très bien tout ce bus et tout ça, et tout le trajet. Et là, il dit à la 129, 130e rue, ça tournait à droite, et là, on voyait tous les anciens bâtiments. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi cette disparité énorme?
Et il n'y avait zéro autre explication de cette situation en dehors du marxisme. Et je suis tombé là-dessus par hasard. Je n'avais pas lu Marx. And I stumbled across. I had not read Marx, but I bought a second-hand set of encyclopedias, small set, for some ridiculously low price. Et j'ai acheté d'occasion deux encyclopédies différentes, des petites encyclopédies, pour un prix ridiculement bas. And I looked up Karl Marx. I'd heard the name, and the stuff that he said seemed to make sense. Et j'ai cherché Karl Marx et des choses qu'il disait, et puis les choses qu'il disait, ça semblait avoir du sens. And later on, I would get more and more into it. The argument was that the rich had gotten rich by taking. Et puis je commençais à comprendre davantage, etc. Et l'argument, c'était que les riches sont enrichis en prenant davantage aux pauvres. Right. And well, that was one explanation. But what is interesting, there was no other explanation out there really. Et donc, ça, c'est une explication. Mais j'ai eu beau chercher, il n'y avait pas d'autres explications, d'autres justifications de ce qui se passait. It's true largely in our colleges, universities today. Et ça reste vrai dans nos universités aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres explications. By the time you went to Harvard undergrad, you drop out at the age of 16, and you start reading Marx in your late teens. No, I start reading Marx, yes, 1949, at age 19. Age 19. Il dit donc, vous sortez de l'école, vous sortez de tout ça, etc. Et vous commencez à lire Marx vers la fin de votre adolescence. Il dit, oui, effectivement, j'ai commencé à l'âge de 19 ans. And then you were in the Marine Corps for a couple of years. What was it, 2-3 years? 2 years. It was actually one year, 11 months and 5 days, but who's counting? All right, so by the time Il explique qu'il avait fait 2 ans dans les Marines. Hein. you had already become intellectually engaged with Marxism. Yes. And Harvard didn't talk you out of it. And the study of economics at Harvard didn't talk you out of it, nor did getting a master's at Columbia, nor did getting a doctorate at Chicago dissuade you from Marxism. Is that? And you studied with Milton Friedman of all people. Et il dit, et le comble, c'est qu'il est passé par Harvard, par Columbia, par l'Université de Chicago, et aucune de ces entités ne lui a effacé les choses du marxisme. Et puis, à Chicago, il a étudié avec Milton Friedman, qui est le père de la théorie économique monétariste. On ne peut moins marxiste que ça. Could you have sat in Milton Friedman's classroom and remained a Marxist? Some people are just stubborn. Et il dit, mais comment est-ce que vous êtes pu rester marxiste et assis dans la salle de classe de Milton Friedman? Il dit, ben, certains d'entre nous, on est très têtus. Hein. What really changed me was not the University of Chicago. It was my first job working in a professional capacity. Il dit, ce qui m'a changé, c'est pas l'Université de Chicago. Ce qui m'a changé, c'était mon premier boulot où j'ai travaillé dans une capacité professionnelle pour le gouvernement. I was a summer intern. This is after Chicago. No, I was still a graduate student. Got it. J'étais stagiaire en été, pendant que j'étais encore à l'université, mais c'était pas un boulot d'été. And so during the summer vacation, I worked in the U.S. Department of Labor. Et donc, pendant les vacances d'été, j'ai travaillé pour le ministère du Travail des États-Unis. Began to realize, for a number of things, that the government is not simply the personification of the general will, like. Et j'ai compris une chose, c'est que le gouvernement n'est pas tout simplement la simplification d'une volonté générale, comme le dirait Rousseau ou d'autres. Et le gouvernement, en tant qu'institution, a ses propres intérêts institutionnels pour elle-même. Et une d'entre elles, c'était la loi sur les salaires minimums, sur le SMIC. Moi, j'étais un grand partisan de cette idée. Mais en même temps, je savais qu'il y avait un argument que si on mettait un salaire minimum,
Des gens qui auraient pu avoir de l'emploi et être payés en dessous de ça, ben, ils perdaient leur boulot complètement. No, my first assignment dealt with minimum wages in Puerto Rico. Donc, un de mes premières tâches sur laquelle j'étais censé travailler au ministère du Travail, c'était sur les salaires minimums, sur le SMIG, à Porto Rico. The numbers I would see is they would jack up the minimum wages, the number of jobs would go down and so forth. Et puis, j'ai commencé à regarder tous les chiffres, et je regardais, c'est au fur et à mesure que le salaire minimum augmentait, le nombre d'emplois diminuait. But there were two explanations. One was that of the economists that you price the people out of a job. Et il y avait deux explications. Une, pour l'économie, c'était que d'un seul coup, on mettait un prix qui tuait les emplois. Hurricanes that had come through Puerto Rico, you see, during the sugar harvesting, and therefore, and I was studying the sugar industry. Et l'autre que j'ai découvert, que les ouragans qui arrivaient, qui traversaient Porto Rico pendant les périodes de la récolte des cannes à sucre, et ça, j'ai étudié ça, et ça détruisait énormément de la récolte, et donc on n'allait pas employer autant de personnes. Et ce que j'ai appris en fac, c'est que s'il y avait deux théories différentes, il faudrait qu'il y ait des raisons empiriques pour qu'ils démontrent ce qui se passerait sous une théorie et ce qui se passerait sur l'autre. Alors, j'ai lutté avec ça dans ma tête pendant tout l'été. Et puis un matin, je suis arrivé et j'ai dit, ça y est, j'ai compris. J'ai dit, on a besoin de data, de données sur la quantité de canne à sucre qui était encore là debout dans les champs avant que l'ouragan ne frappe. Et là, je m'attendais à voir les félicitations de la part de tout le monde, etc. Et puis je regardais les regards qui étaient dirigés vers moi et qui me disaient, mais ce type-là était tombé sur quelque chose. Et puis ils ont dit, mais on n'a pas ces données. Et moi j'ai dit, ouais, mais il doit y avoir le ministère de l'Agriculture qui les a. Mais il dit, mais ça ne veut pas dire que nous les avons. Il dit, il faudrait qu'il y ait une requête, une demande qui remonte toute l'échelle de direction jusqu'au ministre du Travail, et ensuite qu'il en parlerait directement avec le ministre de l'Agriculture, ça descendrait pour obtenir les informations, etc. Et donc, ça semblait faire tout un détour énorme. Et puis moi, je me suis dit, ouais, bon, d'accord, j'ai déjà lu que un voyage de 10 000 km commence avec un seul pas. Et là, je me suis dit, et là, je vais donc faire ma demande auprès du ministre du Travail. Ce que j'ai fait, et je vais vous dire maintenant que j'attends encore toujours patiemment sa réponse. The U.S. Department of Labor administers the minimum wage law, and the money and the careers of perhaps a third or some other significant percentage of the Labor Department's resources come from administering the minimum wage law. Et il dit, ben, le problème, c'est que le ministère du Travail, lui, il gérait le salaire minimum. Et la plupart de l'argent qui était donné au ministère du Travail pour faire des choses, etc., était basé sur sa gestion du salaire minimum. Donc, il fallait se concentrer sur le salaire minimum pour avoir de l'argent qui était attribué au budget du ministère du Travail.
Section 4D, I still remember, requires the Labor Department to study the employment effects of minimum wages. And those studies are absolutely a farce. Et il dit, il y a une loi qui dit, et c'est la loi 4D, je m'en souviens encore, qui dit que toutes les études qui doivent être faites sur le salaire minimum doivent être faites sur l'effet du salaire minimum sur l'emploi, et ces études sont une véritablement farce. In fact, some years after I left, I did an article saying why those studies were a farce. En fait, quelques années après que je sois parti, j'ai dit pourquoi c'est une farce. One of the older librarians who remembered me turned to the younger librarian and she said, "This is the man who wrote that article that has everybody up in arms." Et elle a dit, puis quand je suis revenu, il y avait une ancienne bibliothécaire qui a regardé une jeune bibliothécaire qui a dit, voilà l'homme qui a écrit cet article où tout le monde est encore complètement perturbé. So you began to be dissuaded of Marxism and government in general. Donc ça, c'est le début où il a commencé à être dissuadé du marxisme et du gouvernement d'une façon générale. On va continuer sur Thomas Sowell la prochaine fois, mais si vous voulez aller chercher ses livres, vous verrez, c'est hyper intéressant parce qu'il a une façon de dire les choses, même sur des choses que vous savez qui sont vraies et que vous ressentez comme telles, mais on ne sait pas toujours les dire. Et Thomas Sowell les dit d'une façon très simple. C'est comme si on attendait pour qu'il dise exactement ce qu'on a sur le cœur. J'espère que vous avez apprécié tout ceci et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et on vous reverra lundi prochain.